Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir nous avons la chance de recevoir le pianiste Yaron Herman qui a sorti il y a 2 jours un livre qui s'appelle Le déclic créatif aux éditions Fayard. Et ce soir, pour l'interroger, nous aurons Frédéric Deguel qui vient d'arriver. Je voudrais saluer nos 2 librairies partenaires, des librairies francophones. La première, la librairie Page à Londres, et la deuxième, la librairie Bonjour Book à Washington. Avant de vous laisser la parole, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Yaron par mon intermédiaire et je viendrai les poser à la fin. Frédéric, Yaron, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Bonsoir Yaron, je suis absolument ravie de t'accueillir dans les rencontres Un endroit où aller. C'est pas du tout un endroit justement où je pensais te trouver parce que ce livre est ton premier livre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était une bonne question. Et pour te dire, moi, je ne pensais pas forcément non plus un jour me retrouver à parler d'un livre. Ça fait des années que je suis passionné par l'apprentissage, par le sujet de la créativité de manière générale, parce que moi-même, j'étais très vite confronté à ces problèmes-là, comme j'ai commencé le piano très tard, à l'âge de 16 ans. Tout de suite, il fallait que je trouve des astuces pour mieux apprendre, pour rattraper le retard monumental que j'avais vis-à-vis de mes collègues pianistes, etc. Donc, j'ai toujours porté un regard un peu curieux et voilà, j'essaie de comprendre comment ça marche, globalement. Et donc, le confinement a été un peu le catalyseur ultime de cette démarche en me disant, OK, là, je ne peux plus faire de concerts, les tournées sont annulées, j'ai du temps, mais j'ai plein d'idées. Bon, mettons cette énergie-là sur papier, ces idées-là, les transcrire un peu. Et j'ai commencé sans vraiment avoir une idée particulière, juste je commençais à écrire. Et au fur et à mesure, je réalisais que sous toutes ces idées, commençait à se manifester une espèce de matrice qui parle de créativité, qui pouvait en fait se transposer à tous les aspects de la vie. Et c'est ça que j'avais envie de partager en fait. Je pensais que c'était vraiment le moment de la transmission et de partager ça parce que j'ai réalisé à quel point pour moi la créativité était ça a sauvé ma vie globalement. Ça m'aide quotidiennement et je me suis dit que surtout en ce moment, on en a tous besoin. Alors je vais revenir en arrière pour ceux qui ne le savent pas. Donc tu es un pianiste connu internationalement, tu fais des concerts partout. Justement, tu as dit que tu avais commencé tard le piano, 16 ans. Ça s'est passé comment quand tu as démarré le piano? C'était un démarrage comme un bébé qui apprend à marcher. Tu as eu ce déclic créatif ou c'était vraiment tout d'un coup faire une activité, voilà, je vais faire ça, ça va occuper mon temps? Ça a commencé comme ça. C'était pas une volonté que j'avais depuis toujours d'être pianiste, etc. Dans ma famille, il n'y a pas de musicien, j'avais pas forcément quelqu'un qui était comme un phare dans la nuit, qui éclairait mon chemin, pas du tout. Je voulais apprendre le piano pour savoir jouer des morceaux comme les camarades de classe à l'école qui jouaient des morceaux de pop ou des reprises, des choses qu'ils ont entendues sur MTV, je ne sais pas. Et pour faire ça, il me fallait un professeur. Donc, je me suis mis à la recherche d'un prof et je suis tombé sur une personne exceptionnelle, un peu par hasard ou le destin, ça dépend comment on veut le raconter. Et cette personne a changé ma vie. À partir de cette rencontre-là, le déclic a eu lieu. C'est vraiment une rencontre. Pour moi, la rencontre de quelqu'un avec sa passion, c'est ça le déclic. C'est le moment où on réalise en fait, il y a un autre monde qui existe, il y a une autre réalité que celle auquel j'étais habitué, que celle qu'on m'a enseignée. Voilà. Donc, il y a une autre dimension de l'être auquel je peux accéder et c'est là le début du chemin. Ton livre, tout le propos du livre, c'est de dire que c'est pas exceptionnel ça et que tout le monde a ça et qu'un jour il faut rencontrer son piano ou en tout cas, quelque chose qui va être, sa Salmanie comme disait Brassens. Comment on peut te croire en fait? Alors, je pense que il faut pas me croire. Il faut essayer de le faire. Donc, c'est pas un livre qui prêche une vérité, c'est pas quelque chose. Je parle de mon expérience et de mes observations et j'invite chacune et chacun de tester ça sur eux-mêmes.
Et j'ai quand même une conviction plus ou moins forte que nous avons tous quelque chose d'unique. Je pense que là, ce n'est pas un statement qui soit un peu trop fort. On a tous une histoire personnelle, on a tous un vécu, on a tous des traumatismes, on a tous des rêves, on a tous des peurs, on a tous des espoirs, des projets, je ne sais pas quoi. Et qu'on a plus ou moins développé, plus ou moins lâché au bord de la route, plus ou moins laissé au coin de la pièce à prendre de la poussière depuis des années. Et je pense qu'il y a une idée préconçue sur la créativité qui pour moi, peut être souvent assez problématique, je dirais. C'est que c'est soit tout, soit rien. Soit on devient un exceptionnel artiste, soit on devient un chef d'entreprise brillant, un scientifique. Sinon, nous, on est médiocres, on n'a pas le droit de poursuivre, de faire notre petit art, ça ne sert à rien. À quoi bon, je ne ferai jamais carrière, à quoi bon, regardez, il y a tant de personnes qui le font mieux que moi. Et en faisant ça, on se prive d'un espace vital, on dénigre notre propre plaisir à pratiquer ces activités et on annule le bienfait et l'existence même, le sens même de l'existence de ces pratiques. Et c'est ça que j'essaie de combattre aussi avec ce livre, c'est de dire, en fait, le but, c'est pas de devenir ni Keith Jarrett, ni Léonard de Vinci. Le but, c'est de créer pour soi d'abord. Ensuite, si le projet est de devenir le meilleur au monde, il faut se donner les moyens pour, et il y a des techniques que je développe dans le livre, comment développer, comment cultiver ses talents ou ses passions au quotidien. Mais d'abord, créer pour soi. C'est le plus important. Tu dis à un moment, cherchez votre bizarrerie, c'est votre super pouvoir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, encore, c'est une observation tout à fait personnelle, mais on a tous une bizarrerie. Moi, ma bizarrerie, moi j'en ai plein de bizarreries, mais notamment, j'avais une passion quand j'étais petit de jouer avec des numéros, des nombres, tout le temps. C'est-à-dire que dès que je faisais des voyages avec mes parents, j'ai regardé les plaques d'immatriculation, j'essayais de faire des calculs pour arriver à un certain chiffre. Je disais, OK, là, il faut que j'arrive à zéro en utilisant que de l'addition, de la soustraction. Et j'ai inventé des règles tout le temps, en fait. Donc, j'ai aimé inventer des jeux où j'ai joué avec des combinaisons, où j'aime bien aussi des jeux de mots pourris. J'aime bien combiner des sons, etc. Donc, c'est quelque chose que j'avais en moi avant de faire de la musique. Donc, je pense que si on regarde un peu, en fait, moi j'appelle ça l'archéologie interne. Si on commence à vraiment enlever le sédiment de notre personnalité à la recherche d'un trésor qui souvent se trouve dans l'enfance. Quand on est enfant, on joue librement, on ne pense pas, on ne compare pas, on n'est pas en train de dire « oh, on est nul ». On est dans le jeu, on est dans le flow. Et donc, si on commence à retracer un peu ce schéma-là, on peut trouver des vraies pépites qui peuvent nous mettre sur la voie de quelle est notre vocation, quelle est cette chose-là qui va nous mettre sur la voie. OK. Je vais citer un petit passage de ton livre parce qu'il faut quand même signaler que ce livre est très drôle. En dehors du fait qu'il pourra vous aider à chercher en vous le déclic. Tu dis à un moment: «Que faut-il faire pour être heureux? Personne ne peut le dire. Je ne connais aucun enfant qui, à la question: "Que veux-tu faire plus tard?" répond: "J'aimerais beaucoup travailler dans les produits dérivés de la spéculation sur les matières premières." Ce n'est pas un rêve d'enfant, même si c'est probablement un métier passionnant pour certains adultes. Est-ce que tu penses que tout déclic créatif a à la base justement le fait de s'amuser? Je pense qu'au-delà de s'amuser, parce qu'on peut s'amuser toujours aujourd'hui, s'amuser, c'est une chose. On peut s'amuser en buvant de l'alcool, on peut s'amuser avec des gens, etc. Je pense que l'amusement, en tout cas le plaisir, est une conséquence, mais ce n'est pas le but. Je pense que le véritable intérêt d'une activité créative est de nous donner sens. C'est quelque chose qui a un sens pour nous. Quand on le fait, on ne pense pas à autre chose. On ne regarde pas sa montre, on ne se dit pas oh, c'est quand même une heure que je suis en train de le faire. On disparaît, on est en fusion avec ce qu'on fait et le plaisir est une conséquence directe de cela. Mais ce n'est pas à la recherche du plaisir ou à la recherche de l'amusement. On peut s'amuser en regardant un film débile sur Netflix, il n'y a pas de problème, ça marche très bien aussi. Mais ça ne donne pas de sens. Et pour moi, la créativité doit d'abord être un vecteur de sens personnel. Mmh, je comprends.
Est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, tu prends un exemple très intéressant sur ce qui nous empêche d'être créatifs et ce qui nous empêche d'aller vers quelque chose, tu le disais tout à l'heure, où il y a tellement de monde qui fait mieux que toi. À un moment, tu parles des enfants quand ils apprennent à marcher. Cet exemple-là est aussi très drôle parce que raconte-nous justement l'enfant qui apprend à marcher. Oui, bah, moi, je n'ai pas d'enfant personnellement, mais j'ai quelques souvenirs de mon enfance et quand je regarde d'autres enfants hein, qui apprennent à marcher, il y a une chose qui est très claire. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne sont pas là en train de faire des études, montrer leur diplôme avant de pouvoir marcher. Ils marchent. Ils ne regardent pas non plus les adultes en disant waouh, j'ai pris tellement de retard, peut-être que ce n'est pas fait pour moi marcher. Ils retombent, ils retombent, ils retombent. Ah, à aucun moment ils se disent en fait, je suis tombé déjà 10 fois. Peut-être que je devrais abandonner, peut-être que je devrais, je ne sais pas quoi, juste m'allonger toute la journée ou avancer en rampant. Non, ils ne disent pas ça. Ils se relèvent continuellement et ils marchent. Donc, ils sont pleinement engagés dans cette activité. Et nous, on a oublié que quand on commence quelque chose de nouveau, évidemment qu'on va tomber. Évidemment que ça va être un peu désagréable. Mais comme les enfants, il faut qu'on commence par faire des petits pas, ce que j'appelle les baby steps dans le livre, et avancer tous les jours. Et c'est cette accumulation de baby steps qui sont parfois des progrès qui sont minuscules. Cette accumulation à la longue va faire qu'on va parcourir des énormes distances. C'est un des aspects du livre qui tient beaucoup de place justement, dans le fait de dire que c'est pas forcément, on n'attend pas de soi d'être génial, mais justement de travailler et d'être dans la ténacité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on passe là-dedans sans être épuisé? Je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, qui nous passionne, on n'est pas épuisé. On s'épuise souvent quand on fait une tâche répétitive qui ne nous intéresse pas. Parfois, des tâches qui ne durent pas très longtemps peuvent nous épuiser aussi. Donc là, on parle d'une activité, ça peut être un projet, ça peut être une idée, ça peut être toute chose qui habite la personne. Je sais que quand j'ai trouvé le piano, j'ai pu passer des heures à faire des exercices parce que ça me donnait tellement de plaisir. Et même dans les moments difficiles, j'ai trouvé, et j'essaie de donner aussi dans les livres, des astuces pour que ce travail-là ne soit pas pénible. Et donc, l'idée, c'est éviter le travail répétitif, robotique, mécanique, pas habité, pas présent, parce que ça, c'est vraiment la clé de tout abandonner. Quand on n'a que des devoirs, Ouais. ça devient du travail. Il ne faut pas que ce soit du travail, il faut que ce soit du jeu. Même si c'est aussi du travail, c'est quelque chose qui demande de la persévérance, de la régularité, une exigence, mais il faut toujours trouver l'équilibre entre plaisir et exigence. Sinon, voilà, c'est compliqué. Alors tu cites, 2 personnes, alors ça m'a particulièrement touchée. D'abord parce qu'il y en a un qui est romancier et puis l'autre parce qu'il est, tap dancer. Alors tu cites Stephen King qui dit: «Se pointer au travail, c'est 90 du boulot», et Fred Astaire qui dit: «Quelle est la place, pourquoi travailles-tu si dur pour que cela paraisse facile?» Et on est à nouveau dans le travail et c'est vrai que dans ce livre, tu donnes plein de trucs et de choses et notamment, 4 points essentiels qui forment la méthode. Quels sont ces points essentiels qui forment la méthode? Alors, les 4 points de la méthode sont le, voilà, le pattern recognition, donc la capacité à reconnaître des patterns, le pattern design, qui est un peu la capacité de fabriquer d'autres idées combinées, etc. Ensuite, l'analogie et ce que j'appelle la composition en temps réel. Donc là, on est vraiment dans le dur de la méthode pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est cette idée de créativité. Parce que c'est un mot qui est quand même assez vague. C'est quoi être créatif? On peut être créatif en cuisine, on peut être créatif en tout. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mot? Donc, peut-être avant de rentrer dans les aspects techniques de la méthode. Non, je veux pas, parce que j'ai plus envie que les gens achètent ton livre et puis aillent voir, parce qu'il faut quand même digérer tout ça, parce que, voilà, il y a la méthode, il y a identifier pourquoi on n'y va pas, pourquoi on laisse tomber, pourquoi on arrive à la fin en disant: «Ah, si j'avais fait ça, si j'avais eu du temps». Oui, d'ailleurs, si j'avais eu du temps, la grosse excuse. Raconte-nous cette excuse-là. Il y en a plein des excuses. C'est cette idée-là que, enfin, on le dit tous, on dit jamais
je n'ai pas envie de le faire ou je ne le ferai jamais. On dit je le ferai demain, je le ferai quand il y aura une telle échéance qui soit respectée, quand les enfants seront grands, quand je serai à la retraite, quand j'aurai du temps pendant les vacances, le week-end prochain. Pour une raison un peu mystérieuse, c'est jamais maintenant. Il y a toujours une excuse. Donc ça, c'est vraiment la procrastination. Et le cerveau humain a une capacité à inventer des excuses exceptionnelles. La rationalisation donne toujours des parfaites excuses. C'est comme avoir à l'intérieur de sa tête le meilleur avocat pénaliste qui plaide en faveur de rien faire et garder les choses telles quelles, tout en gardant une espèce d'idéal d'interpromise où le jour où ça se passera, on sera accueilli avec un cocktail de bienvenue et des chips et des cacahuètes. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment s'élancer et accepter l'idée qu'on n'est jamais prêt. Jamais prêt. Et justement, sur cette histoire de méthode, d'identification, de reproduction, de combinaison, bon, c'est tout un truc très complexe que je laisse tes lecteurs découvrir. Mais est-ce que tu peux nous donner un petit exemple? J'aimerais que tu nous racontes ce qui s'est passé dans l'avion. Alors, c'est un exemple parfait des étapes de la méthode. C'est vrai que ça peut sembler un peu théorique comme ça, un peu mathématique. Et en fait, ce sont des principes extrêmement simples. Alors, l'exemple de l'avion, c'est qu'un jour, j'étais invité à jouer à Tokyo. Et je monte à bord de l'avion, je m'installe tranquillement à bord et on part pour 13 heures de vol. Je remarque qu'il y a un bruit bizarre au-dessus de ma tête qui semble venir de la clim. Je regarde, je fais « oulala, 13 heures d'avion avec ça va être pas sympa ». Je demande à l'hôtesse qui me dit, en effet, on a un problème avec la clim, je suis désolé, j'espère que ça va se régler. Je dis, ok, bon. Et c'est parti. Et pendant 12 heures, tout le monde dort. Et au-dessus de il y a un bruit vraiment insupportable. Donc, évidemment, premier réflexe, c'est de dire, oh, fais chier. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire la paix avec ce bruit. Il a commencé à me parler. Donc, j'ai remarqué un pattern. Donc, ce bruit n'était pas chaotique. Il a commencé à avoir... Dis-nous le mot français, s'il te plaît. Un pattern. C'est quoi le mot français? Il n'y a pas d'équivalent véritable. En français, c'est chemin. Voilà, chemin, c'est un peu le mot qui correspond le plus. Mais l'essence américain, et on utilise de plus en plus en français, je suis désolé. On est dans une émission littéraire, alors, c'est ça. Et en plus, je ne suis pas français de souche, excusez mon français, comme on dit. Donc, il y a un chemin qui commençait à apparaître. Donc, une régularité, quelque chose qui s'est dessiné à travers le chaos de ce bruit. Tu veux dire une combinaison de sons dans le bruit? Disons, oui, on peut dire ça. On peut dire il y a une logique qui est apparue. Donc, des groupements de 3 notes, de 3 sons. Donc, c'était tac, 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 tac. Donc, un rythme à 3 temps, une valse. Donc, je commençais à être bercé par ce rythme à 3 temps au fur et à mesure. Et mon cerveau a commencé à me dire, OK, 3 temps, 3 temps, 3 temps, tac, 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 tac. Et une petite mélodie est apparue. J'imaginais à la main gauche qui est en train de faire un pattern qui colle sur le bruit de la clim. Donc, je note cette petite mélodie. Je commence à peut-être trouver un petit motif mélodique pour superposer. Et je m'endors, je me réveille à Tokyo. Et voilà. Quelques mois plus tard, je rouvre mon cahier. Je me dis, OK, c'était quoi déjà ce motif un peu bizarre? À 3 temps, je me mets au piano, je le joue, j'ouvre mon cahier, je le joue, je trouve la mélodie que j'avais trouvée à l'époque. Je me dis, OK, il manque une partie. Et là, à côté de moi, il y avait une partition de Bach. Et je remarque que la partition de Bach, elle est à 3 temps aussi. Donc, je dis, qu'est-ce qui se passe si je prends ce pattern-là de la main gauche? Je le joue dès la fin au début, j'inverse l'ordre des notes. Et là, bam, il y a une explosion. Il y a deux éléments chimiques qui se rencontrent, ça marche. Donc, ce morceau a commencé à prendre forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on rentre dans la méthode. D'abord, la première chose, c'est la capacité à reconnaître le pattern, le chemin, la logique derrière le chaos.
Voilà, qu'est-ce qui se passe derrière le phénomène? La découverte du motif à trois tons dans un bruit de clim. Première chose, on a reconnu quelque chose. Ensuite, on joue avec cette chose-là, on le transforme en mélodie. Donc, c'est la partie où on est en train de composer quelque chose de nouveau à partir de ce premier élément reconnu. Troisièmement, c'est l'analogie. Donc, on s'est dit, OK, quand même, on a fait une analogie entre un bruit de clim et la musique, c'est déjà un saut. Et ensuite, la composition en temps réel, c'est là où tout prend forme, ça devient une composition et voilà, c'est un terrain d'improvisation pour la suite. Donc là, c'est un peu les 4 étapes de la méthode. Oui. Et évidemment, tout ça paraît facile. Je vais faire, la voix, la voix de tout le monde, hein, en fait, parce que c'est ce qu'on te dit: «Ah bah oui, moi si je jouais comme vous, je serais, super content» et cetera. Mais il y a l'échec derrière tout ça quand même. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier concert? Alors, le premier concert, c'était un moment très embarrassant et qui est la preuve que même si on part en disant oui, mais regarde, tu joues tellement bien du piano, évidemment pour toi c'est facile, c'est vraiment loin d'être la vérité. Et tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui est le fruit d'un travail acharné, des dizaines de milliers d'heures depuis 20 ans et surtout qui continue jusqu'à maintenant. Tous les jours, c'est je fais ce que j'aime, je suis au piano et je cultive ça en fait. J'ai un amour du processus plus que le résultat. Ça, c'était une autre parenthèse pour dire, en fait, le but du livre, c'est de dire que la créativité n'est pas réservée à des Mmh. gens qui font des choses exceptionnelles. On est tous capables de faire des choses exceptionnelles. On n'est pas tous égaux, on ne va pas tous devenir des pianistes concertistes, mais on peut tous se donner un sens supplémentaire à notre activité. Ok, je reviens à l'échec. L'échec, j'arrive à ce concert-là. Mon prof m'a dit, Aaron, après 3 mois ou 6 mois de piano, il est temps de se jeter à l'eau. Je dis, offerte, tu es sûr? Je sais à peine jouer. Il me dit, non, il faut que tu travailles. Tu peux travailler à la maison, jouer très bien. Il faut que tu t'entraînes à jouer en public. Je dis, ok, évidemment. Je dis, bon, je vais essayer. Donc, avec 2 copains, on concocte un programme de quelques standards basiques. J'avais mon Real Book, c'est un peu le bouquin où il y a tous les morceaux de jazz, où on déchiffre, on essaie de jouer ensemble. Et je débarque dans ce club un peu étrange dans le sud de Tel Aviv, dans un coin un peu hippie. C'était une galerie d'art, un point de repère des gens un peu Branché. branchés, très cool, mais un peu étrange. Moi, je ne connaissais pas trop cet univers à 16 ans. Il y avait des gens qui dessinaient, il y avait des artistes dans les coins, c'était un peu poussiéreux. C'est très intéressant comme lieu. Je débarque, évidemment, il n'y a pas de piano. Et mon pote me dit, ah, il y a un clavier. Je fais, ok, bon, un clavier, on va faire avec. Et il m'annonce que le bassiste qui était censé venir ne viendra pas. Donc il m'a dit, ça c'est la mauvaise nouvelle. J'ai dit, ok, s'il y a une mauvaise nouvelle, il y a forcément une bonne nouvelle. Il me dit, oui, la bonne nouvelle, c'est que tu pourras faire le rôle du bassiste avec ta main gauche. C'est deux mauvaises nouvelles en fait. Deux mauvaises nouvelles. Je lui dis, écoute, c'est vraiment gentil, mais comment je vais faire? Ça fait 6 mois que je joue du piano. Il me dit, c'est très bien. Et là, dans ma tête, je me dis, heureusement que personne ne sait que ce concert existe. J'ai dit ça à mes parents parce qu'il fallait qu'ils m'amènent en voiture. Mais à part ça, j'ai dit à aucun de mes copains, évidemment pas à mon prof. Je monte sur scène, entre guillemets, au même niveau que tout. Je m'installe, on commence à compter 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et je vois mon prof débarquer. Il s'installe au premier rang avec un petit cahier, avec son stylo, avec un grand sourire. Et je me rappelle qu'il me disait, t'inquiète pas, je viendrai à tous tes concerts, je noterai toutes tes erreurs dans mon cahier. Après, on en parlera. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas invité. Donc, bref, il débarque, il est au premier rang avec son sourire. Moi, je suis en panique. Il n'y a pas le bassiste. Les morceaux, ça commence. Il compte. Je suis largué quasiment à partir de la 10e mesure. C'est un naufrage total. Je transpire. Le batteur me regarde avec un regard haineux. Le guitariste me dit, mais quelle erreur d'avoir invité ces débutants pourris. Je sens leur haine intense et profonde. J'essaie de tenir un peu les structures, suivre ce qui se passe.
c'est un désastre. 1 heure de souffrance, mais genre, quand tu sais que tu es horrible, que tu es en train d'échouer misérablement, et tu sais de garder la face, parce que quand même, il y a ton prof, il y a tes parents, il y a une dissonance énorme. La réalité est une douche froide. Donc, on termine le concert, tout le monde se casse sans dire un mot. Ils ne me regardent même pas, ils plient le matos. Et moi, je suis là, genre, bon, les gars, ok, bon, je suis tout seul. Et T'as pas demandé quand c'est le prochain concert? non, 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 pas trop là. Personne n'est venu me féliciter ou me demander quoi que ce soit. Et mes parents qui m'ont gentiment accueilli comme un petit oiseau fragile. Et voilà, c'était comme ça. Et mon prof m'a dit, écoute, c'est très bien, c'est très bien. Et c'est là que j'ai compris que la meilleure manière d'apprendre, c'est déjà pratiquer l'échec privé. C'est-à-dire d'échouer dans le confort de son bureau, de ses cahiers, de son studio, etc. C'est là qu'il faut commencer à s'habituer à ça parce que l'échec arrive tout le temps. Ça arrive dès la première fois où on essaye de mettre en place notre idée, la page blanche, combien de pages on jette, combien d'idées sont avortées. Ça fait partie du chemin. Et donc, ce que j'ai appris ensuite, c'est identifier les véritables causes de mon échec. Et ensuite, pour ne pas les répéter. Mais Est-ce que c'est quelque chose que tu as traversé aussi pendant que tu écrivais ce livre? évidemment, comme j'ai dit dans le livre, j'écris un livre, mais je ne suis pas écrivain. Et j'aime bien l'idée d'être un verbe, d'être dans l'action plutôt qu'être un adjectif ou quelque chose, une étiquette. J'ai toujours préféré ça. Et évidemment, déjà, le français est ma 3e langue. Et j'ai décidé de l'écrire en français. Ma maison d'édition a été très, très sympathiques et ils m'ont quand même aidé à mettre certaines choses en forme. Mais c'était un vrai challenge. Et il y a eu des moments où je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as besoin de te prendre la tête à écrire un livre sur ça? C'est un sujet qui est tellement un peu miné. On en parle tellement sans véritablement que ce soit précis. On a l'impression que on a déjà tout entendu. Euh, mais je sentais que j'avais vraiment quelque chose à partager, quelque chose qui pouvait faire une différence. Et donc, je me suis accroché. Que j'avais envie ou pas, j'ai commencé à écrire tous les matins. J'attendais pas d'avoir l'inspiration parce que on sait que ça n'existe pas. Ça peut exister de temps en temps, ça vient, mais sinon, comme l'inspiration aime les gens bien préparés. Voilà. Donc, elle récompense ceux et celles qui parcourent le chemin. Donc, il suffit de parcourir le chemin. C'est ça que je faisais tous les matins. Même si c'était une page, une ligne, une idée, tous les jours. C'est cette régularité qui produit du mouvement, qui construit la maison dans laquelle l'inspiration veut habiter. Vous avez entendu, il a surmonté tout ça quand même pour nous faire ce livre, pour qu'on sache, enfin voilà, tu avais vraiment quelque chose à transmettre parce que tu as dû franchir toutes ces étapes. Finalement, tu peux continuer à jouer du piano et à faire des conférences très bien puisque tu transmettais déjà cette histoire de déclic créatif en faisant tes conférences. Moi, je t'ai vu, Yaron, dans tes premiers, on se connaît depuis longtemps, et je t'ai vu dans tes premières interviews à la télévision. Et je dois dire que ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait vrai. C'était compliqué les interviews au début quand tu montais sur un plateau de télévision. Il fallait vite que tu aies un piano parce que tu n'avais pas envie d'en parler et de faire des. La première fois que je t'ai vu faire une conférence TED, j'étais très impressionnée parce que ça demande beaucoup de concision. Il faut être rapide, il faut être précis. Bon, un livre aussi, mais un livre tu peux y revenir et tu n'as pas un temps d'oral limité. Comment, parce que je pense que ça peut être très important par rapport à ce déclic dont tu parles. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose quand même dans les rencontres ou quelque chose d'extérieur, ou là tu parles du confinement par exemple, qui a été un déclic pour toi pour écrire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui tout d'un coup nous dit mais tu vas rester longtemps avec cette spécialité-là dont tu ne te sers pas? Ou est-ce que c'est soi-même qui doit, est-ce que c'est nous qui devons déclencher ça?
Je pense que c'est forcément une rencontre. Pour moi, ça a été une rencontre. Mais cette rencontre peut être une rencontre avec soi-même aussi. Et la vie a cette capacité à nous confronter avec nous-mêmes. C'est-à-dire, les contraintes, comme j'en parle dans le livre, sont vraiment une porte vers cette rencontre-là. Le hasard aussi, le hasard, si on veut bien l'appeler comme ça. Mais c'est une véritable rencontre. Mais c'est une rencontre qui arrive quand on sort de chez soi. C'est-à-dire, chez soi, ça veut dire pas seulement sa maison, mais c'est de sa zone de confort. Oui, il vaut mieux que tu précises. En ce moment, il ne faut pas beaucoup sortir de chez soi, donc Ouais, ça dépend à quelle heure. exactement. Exactement. Donc, on peut sortir de sa zone de confort sans bouger de chez soi, même à partir de 21h. Absolument. Surtout à partir de 21h, j'ai l'impression. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire, parce que Ofer Breyer, cet homme que tu as rencontré, dont tu parles depuis tout à l'heure, il faudrait peut-être que tu précises que ce n'est pas un prof de piano. C'est au départ un prof de piano, mais c'est quelqu'un de très particulier qui a aussi des activités comme aujourd'hui, c'est un peu un business guru, quelqu'un qui a une vision très à l'américaine, un peu de différents aspects du marketing, de la méthodologie. C'est quelqu'un qui adore inventer des méthodologies. C'est ça qu'il m'a enseigné aussi. Il m'a transmis cette passion de se demander pourquoi et se demander en fait comment ça marche, essayer de faire de l'ingénierie inversée. C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose d'incroyable, que ce soit un monument, un phénomène naturel, une musique, le réflexe premier, c'est de dire ah, c'est génial. Et le deuxième, c'est OK, comment ils ont fait? Juste que je comprenne. Donc, cette capacité-là, c'est une partie de la méthodologie, c'est cette capacité de reconnaître les schémas, reconnaître les éléments, de quoi la chose est composée, comment elle fonctionne. Donc, c'est ça qu'il m'a enseigné et c'est quelqu'un qui m'a ouvert, il m'a mis sur la voie, vraiment, il m'a ouvert un horizon incroyable. Est-ce que tu penses que l'école tue la créativité? Je pense qu'il serait un peu dangereux de tout mettre sur le compte de l'école. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tuent la créativité, mais la première chose, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. L'école n'aide pas, disons. L'école n'aide pas sous sa forme actuelle et historiquement, sauf quelques écoles et quelques profs. Parfois, il suffit d'un prof dans une école pour déclencher une passion. Encore une fois, c'est pour ça que c'est penser en noir et blanc les écoles comme s'il n'y avait qu'un type d'école, comme s'il n'y avait qu'un type de prof. J'ai toujours trouvé ça un peu dommage de dire, mais je comprends l'idée. Évidemment, dès qu'on met les gens dans des cases, on dit, toi tu fais ça, toi tu es ça, tu es scientifique ou littéraire? Non, il faut que tu choisisses, tu ne peux pas être scientifique et littéraire. Donc, ces choses-là sont extrêmement nocives. Oui. Surtout que la plupart du temps, les grands scientifiques sont des grands littéraires. Exactement. Donc, quand on s'efforce à mettre des gens dans des cases pour des soucis de les mettre sur de les acheminer plus facilement vers le marché du travail et qu'ils soient des membres rentables de la société, évidemment, là, on a un problème parce qu'on coupe l'élan vital de beaucoup de personnes. Et une des choses pour lesquelles je milite, c'est justement qu'on n'est pas obligé de faire une chose toute sa vie. Moi, j'ai toujours adoré l'idée d'avoir plusieurs vies en une vie. C'est-à-dire, pourquoi ne pas être banquier, après être prof de yoga parallèlement, jouer un peu de piano, fonder une association qui aide les migrants. Je n'en sais rien, mais on n'est pas obligé de rester figé dans une activité comme si on est condamné. J'ai beaucoup pensé à ça pendant que je lisais ton livre parce que, en fait, les enfants ne séparent pas, avant d'aller à l'école, les enfants ne séparent pas l'apprentissage de la vie. Ils sont tout le temps en train d'apprendre. C'est pour ça qu'ils sont des apprentis sages. C'est ça. Et ils ont une créativité incessante. Et à partir du moment où on range ton apprentissage dans l'espace scolaire, ça devient du travail et c'est pénible. Enfin, voilà, en gros. En même temps, c'est l'origine du mot travail, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, tripalium, instrument de torture à 3 pieds. Donc voilà, ça y est, vous êtes avertis. Et j'ai une dernière question. Quelle est la place de l'amour dans la créativité? L'amour, c'est quoi l'amour, Frédéric? C'est moi qui pose les questions, cher ami.
Je me lance sur un sujet. Ah, l'amour. Ça, c'est une question. Je ne m'attendais pas à cette question. C'est pour ça qu'elle est là. Il fallait bien que j'en trouve une à laquelle tu ne peux pas répondre. Écoute, je peux Mais je suis sûre que tu peux répondre en plus. je peux tenter quelque chose. Je pense que l'amour, c'est peut-être un trop. C'est une notion évidemment absolutiste magnifique, mais je pense qu'on ne peut pas commencer en espérant que ça soit un coup de foudre tout de suite, ou que ça soit un amour expansif, chaleureux, comme quelqu'un qui nous prend dans ses bras de façon inconditionnelle, qui nous protège. C'est vraiment vrai, il faut accepter que cet amour-là, quelque part, il faut travailler un peu pour l'avoir. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelque chose, mais dès qu'on s'y met, dès qu'on met les mains dans la pâte, c'est là qu'on se rend compte que cet amour est finalement fragile. Que c'est, en fait, peut-être je ne l'aime pas assez. Peut-être, en fait, je ne suis pas bon. J'avais tort d'aimer ça, en fait. Donc, je pense que l'amour, c'est quelque chose, un peu peut-être comme dans la vie, qui se construit plutôt que quelque chose qui se donne sur la durée. Je pense que c'est quelque chose qui se mérite, qui se construit de façon, avec une intelligence du cœur. C'est pas quelque chose qui doit forcément être une espèce de tsunami émotionnel, mais quelque chose qui est une autre forme d'intelligence. Mais est-ce que toi, quand tu es en train de jouer, tu ressens de l'amour? Je ne sais pas si c'est de l'amour, en fait, et je ne sais pas si c'est moi qui ressens. C'est très compliqué à décrire parce que quand, je ne sais pas, je pense qu'on a tous dû vivre ça, cette sensation-là, à un moment, quand on est en train de faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous traverse de façon immédiate, où on est silencieux, on est aligné, on est présent, on peut l'appeler l'amour. C'est évidemment la vibration, la fréquence la plus élevée. Mais en même temps, on disparaît. C'est plus vraiment nous. On est des véhicules pour quelque chose d'autre. Mais dès qu'on le réalise, bam, c'est fini. Oui, c'est ce que tu décris ça à un moment où tu es là, mais tu n'es plus là et tu réalises que le truc se fait. Oui, mais on a tous connu cet état, parce que la plupart des gens peuvent me dire, mais Yaron, là, tu pars un peu dans un délire un peu spirituel, on ne comprend pas trop ce que tu dis. Mais il faut se rappeler de ces états-là, quand on était enfant, on était en train de jouer, on était tellement dans le jeu, et il y a toujours un parent qui dit, ah, les enfants à table, dans 10 minutes, fait, ouais, pas de problème, 10 minutes. Une heure après, on est toujours en train de jouer, parce que le temps passe, on est bien. Quand on est bien, pourquoi vouloir sortir? C'est pour ça aussi que dès qu'on trouve cette passion qu'on cultive, qu'on peut vraiment façonner, voilà, on est dans l'amour, on est dans le sens même de cette intelligence. En tout cas, Nathalie va revenir avec les questions. Elle est déjà là avec les questions, Oui, donc je vais lui passer la parole. Mais voilà, je vous redis, c'est passionnant si vous êtes dans ce groupe de personnes qui se dit, moi, de toute façon, moi, je n'ai pas de créativité, je suis bon à rien, je n'y arriverai pas. Lisez le livre de Yaron. Voilà. Alors, effectivement, il y a des questions qui sont arrivées et Céline demande, vous expliquez en quelque sorte le déclic créatif. Pensez-vous qu'à l'inverse, on puisse expliquer la panne de création? Alors, après, qu'est-ce que c'est une panne de création? Je pense que les pannes de création arrivent tout le temps. Moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir des choses que je n'arrive pas à faire, des frustrations, des blocages. Mais à partir du moment où on lutte pas contre ça, on focalise pas là-dessus, et on se dit, OK, ça fait partie du chemin, quoi qu'il arrive, je persévère. On organise notre travail, on focalise sur qu'est-ce que je peux apprendre de cette panne. Peut-être cette panne-là, en fait, c'est une invitation à prendre une autre direction et trouver des nouvelles idées. Donc, tout dépend comment on interprète ce qui nous arrive. C'est une bonne réponse, je pense qu'elle sera satisfaite. Camille demande comment ça se passe pour vous la création. Est-ce que vous appliquez au pied de la lettre la méthode que vous avez écrite dans votre livre? Non, pas du tout, il ne l'applique pas du tout. Oui,
Je l'applique tous les jours depuis 20 ans. Et évidemment, moi, ma pratique est musicale, donc je l'adapte évidemment selon les projets, selon les envies, etc. Mais le but de cette méthode-là, c'est elle est vraiment transposable. On peut l'adapter à toute activité. Et quelque part, mon but n'était pas d'imposer une méthodologie en disant, voilà, ça marche comme ça, ou sinon ça ne marchera pas. C'est de proposer une approche différente et dire, essayez-la. Ça se trouve, ça ne va pas marcher sur vous, mais il y a une idée là-dedans qui va vous plaire, qui va vous permettre d'être plus créatif. Prenez-les. Super. Voilà, donc c'est vraiment une méthode qui est plutôt une proposition de départ en voyage. Et est-ce que c'est pas plus facile de l'appliquer avec de la musique plutôt qu'avec, je sais pas moi, l'art plastique ou la sculpture? Est-ce que c'est pas plus facile de faire de la création avec un instrument? Parce que moi qui suis pianiste aussi, Frédéric aussi, je sais, quand on se met au piano, tout de suite ça nous vient, il y a quelque chose qui vient. Moi, vous me donnez un stylo, il n'y a rien qui vient, hein. Est-ce que c'est pas plus Écoutez, facile d'avoir avec un instrument bah, la création? mais je pense que la réponse est dans la question. Pourquoi ça vous vient facilement? Il est fort. Pourquoi, pourquoi ça vous vient facilement? Parce que vous savez jouer du piano. Oui. C'est-à-dire, il faut, si vous vouliez que ça ait du sens, remonter à votre premier cours de piano. Ce n'était pas aussi facile. C'était comme si on vous avait mis dans la main un stylo et on vous aurait dit, écrivez-moi un poème. Ça aurait été la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, ça s'applique à tout. C'est pas plus facile en musique que c'est en écriture, que c'est on crée une entreprise, que c'est on tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu peut-être? C'est-à-dire que moi, je m'en fous, je ne suis pas pianiste, alors je peux faire n'importe quoi, tu vois. Je me mets au piano, c'est pas grave, on me pardonnera. Par contre, si j'écris, alors c'est quand même, tu vois, c'est quand même l'endroit où il y a de l'enjeu, je te dis ça parce qu'on peut avoir plusieurs formes, par exemple, d'écriture. Tu peux être journaliste et faire d'écriture, tu peux être communicant et écrire des choses. Mais du coup, ça va pas. Si tu es dans un domaine où ça ne t'engage pas, je dirais, les tripes, ça va pas être le même engagement. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi de dire ça, là, je ne peux pas rater? Alors qu'en réalité, si on t'écoute, c'est intéressant de rater. De mon expérience, à partir du moment où on s'est dit j'ai pas le droit de rater, on va rater. Oui. C'est quelque chose qui arrive, on a tous vécu à l'école, on stresse pour un examen, même si on connaît tout par cœur, et on foire parce qu'on était trop stressé. Ouais. Donc l'idée, c'est se dissocier du résultat, en fait. Si on crée pour avoir un résultat, évidemment, on crée des attentes, donc de la pression, donc de la déception éventuelle. L'idée, c'est se dire, je me concentre sur le processus. Je suis fidèle à moi-même, fidèle à la méthodologie, fidèle à ce que j'essaie de créer, en comprenant que c'est un chemin. Et le plus on arrive à faire ça, c'est dissocier du résultat, le plus on obtient des résultats. C'est un peu le paradoxe de la création. C'est comme quand on essaie de plaire à quelqu'un beaucoup, ça ne marche pas. Mais quand on essaie peut-être un peu moins, on est juste nous-mêmes, etc., c'est là que la personne commence à s'intéresser à nous. Après, il y a plusieurs parallèles qu'on peut faire aussi d'analogie dans la vie. Mais c'est souvent ça, c'est ce côté-là en disant, OK, le processus m'intéresse plus que les résultats. Que vais-je apprendre en faisant ça? Même si j'échoue, c'est génial parce que ça va me permettre de grandir. C'est une opportunité pour moi de me dépasser. C'est génial. Donc, tout dépend du récit qu'on accompagne et qu'on superpose à ce chemin-là. Et ça continue longtemps, les échecs? Tout le temps. Et c'est ça qui est génial, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on connaît nos limites. Et si on a des limites, c'est des limites qui sont faites pour être dépassées. Là, c'est un raisonnement de sportif ou d'ancien sportif. C'est un raisonnement d'humain. Oui, aussi. Ouais. Je pense qu'on a tous des limites à différents endroits de nos vies, que ce soit professionnelles, personnelles, émotionnelles, intellectuelles, et qui nous indiquent l'intérieur du périmètre dans lequel on évolue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fenêtre, qu'il n'y a pas de porte, qu'il n'y a pas autre chose qui existe quand on sort de ce qui est connu. Voilà.
Est-ce que vous donnez Alors, des est-ce que cours de piano? Pardon. Est-ce que Yaron donne des cours de piano? Parce que là, vous transmettez une méthode à travers un livre. Est-ce que vous transmettez votre savoir, est-ce que vous donnez des cours de piano? Je ne donne pas de cours de piano. Il m'arrive de donner des masterclass. Donc souvent, c'est plusieurs personnes à la fois. Il m'arrive aussi de diriger quelques programmes d'académie. Notamment, j'étais le directeur de l'académie du Festival de Jazz de Montreux pendant 2 ans. Et là, je suis en train de créer un programme à la Philharmonie de Hambourg, en Allemagne. Donc voilà, mais je ne donne pas de cours particuliers. Non, parce que la transmission est très importante pour vous, hein. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et le mot-clé, j'ai l'impression que c'est transmission quand même. Voilà, je referme ma parenthèse. Frédéric, je te laisse la parole, je t'ai voulu couper. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Moi, je n'ai plus de questions de mon côté. Je ne sais pas si tu en as une dernière question, Frédéric, à poser à Yaron. Non, est-ce que peut-être, oui, la dernière question, ça serait, est-ce que avoir mis le pied à l'étrier, ça t'a donné envie d'en écrire un deuxième, ou est-ce que et tu vas attendre le déclic créatif du deuxième? C'est une bonne question. Je pense que je suis passé par plusieurs phases. Après, on m'a dit c'est normal, c'est normal. Tous les écrivains que je connais m'ont dit t'inquiète, c'est normal, on passe tous par là. Donc, la phase où on est hyper excité par l'idée. Ensuite, on est dedans, on se dit mais quelle idée, mais pourquoi je me fais ça? C'est une folie. Et ensuite, à la fin, je me suis dit ok, là, j'ai besoin des vacances. Donc, j'ai besoin de digérer tout ce qui s'est passé. Peut-être un jour, j'aurai envie, mais là, il faut que je laisse ce livre vivre, voir comment il Bien vit. sûr. Voilà. Bon, néanmoins, il y a une question qui vient d'arriver et qui demande, est-ce que tu aimerais écrire un roman? Je dirais que Il est en train de s'évanouir là. je prendrais une bouteille de rouge, s'il vous plaît. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça serait une tâche, enfin, une mission quasi impossible. Mais peut-être que tu vas nous citer 2-3 écrivains que tu aimes bien et que tu lis ou... Alors, bonne question. J'ai lu beaucoup de philosophie et de psychologie. Donc, dans le livre, je cite pas mal d'auteurs. J'ai hésité plusieurs fois de mettre des citations de Henri Miller, par exemple. Parce que pour moi, c'est vraiment un écrivain qui est tellement créatif. C'est bouillonnant, c'est foisonnant. Il y a des références partout. C'est extrêmement passionnel, tout en étant très rigoureux. Et chaque idée est vraiment extrêmement précise et percutante et pertinente. Sinon, voilà, je suis un grand admirateur de Carl Gustav Jung, que je cite plusieurs fois dans le livre. Ouais. Voilà, j'ai vraiment un regard très axé sur la psychologie et la philosophie. Donc, c'est un peu ça qui me nourrit au quotidien. Parfait. En tout cas, je vais rappeler que le déclic créatif est sur toutes les tables des librairies depuis mercredi. Donc, nous vous engageons à aller dans votre librairie la plus proche pour vous procurer ce livre, Le déclic créatif, chez Fayard de Yaron Herman. On va remercier Frédéric pour ce bel entretien, Yaron d'avoir été avec nous. Et je vais rappeler que demain, exceptionnellement, on se retrouve à 19h avec Josiane Balasco pour parler de la sortie poche de son livre Jamais plus aux éditions J'ai lu. Je vais vous souhaiter un bon repos, Yaron, parce que je crois que vous avez besoin de vous reposer parce que vous êtes par Mons et par Vaux. Je vais remercier nos 2 librairies partenaires, celle de Londres, La Page, et Bonjour Book à Washington. Frédéric, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, je crois que c'est ce soir le couvre-feu, donc bon courage à tous et puis lisez parce que c'est très important. Bonsoir et à demain.